Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire de l'actualité l'octroi de mer et ses conséquences sur l'économie locale. Et pour en parler avec nous, Elanziz Amidou, secrétaire départemental de l'UDFO. Bonsoir. Bonsoir. Alors Elanziz, depuis quelques semaines, les entreprises mahorais tirent la sonnette d'alarme concernant cet octroi de mer et elles pointent du doigt les taux qui sont pratiqués aujourd'hui, ce qui aura inévitablement des conséquences sur l'emploi. On en parle tout à l'heure avec vous. Et avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de cette élection qui aura lieu ce dimanche aux Comores. Les Comoriens seront appelés aux urnes. Et ici à Mayotte, on l'a vu, les ressortissants des îles voisines en parlent. Des débats parfois passionnés. On le verra tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 17 février. Ce matin, l'annonce en a choqué plus d'un. Entre une économie morose et l'augmentation des taux d'octroi de mer, le président de la FMBTP prédit 50% de licenciements dans le secteur en 2016. La situation est grave tandis que des entreprises comme IBS ferment actuellement leurs portes aux clients en signe de protestation. Ce dimanche, les électeurs des 3 autres îles de la Lune sont appelés aux urnes. À l'approche du premier tour de cette élection présidentielle, où pas moins de 25 candidats se présentent, nous avons rencontré un groupe de Comoriens passionnés par ce scrutin. En effet, l'avenir de leur île natale est en jeu et le besoin de changement criant. Ce matin se tenait la remise des prix des Olympiades de la chimie au vice-rectorat. Une épreuve où un seul candidat du département a été sélectionné pour représenter Mayotte au niveau national, même si ce concours a également permis d'ouvrir des portes vers une nouvelle méthode éducative de travail. Reportage à la fin de cette édition. Depuis ce matin, certaines entreprises du BTP telles IBS sont fermées à la clientèle. Les patrons réclamaient encore et toujours la prise en urgence d'un arrêté modifiant les taux d'octroi de mer. Ce matin, le président de la FMBTP a tiré la sonnette d'alarme, expliquant que si rien n'était fait, un emploi sur 2 serait supprimé dans le BTP. Une annonce choc qui en dit long sur la gravité de la situation. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Nous n'avons de cesse de le répéter. L'augmentation du taux d'octroi de mer sur certains biens produits localement risque d'avoir des conséquences dramatiques pour l'emploi à Mayotte. Le BTP particulièrement impacté, notamment les petits entrepreneurs, pourrait même voir un salarié sur 2 perdre son travail. C'est en tout cas ce que confesse le président de la FMBTP ce matin sur notre plateau. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment les chiffres, mais on estime qu'on serait à 50% donc de licenciement économique. Déjà, on avait prévu en 2016 donc un licenciement économique de l'ordre de 30%. Là, ça va être plus. 30% c'était prévu déjà pour 2016 dans le BTP. On l'avait déjà dit à plusieurs reprises au Conseil général et chez le préfet. On avait écrit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la fermeture donc, de ces fournisseurs de sable, les autres entreprises seront obligées de fermer. Donc, seront obligées de fermer puisqu'on n'a pas de stock de sable ni gravier dans les chantiers. Aujourd'hui, certaines entreprises du BTP comme IBS étaient ainsi fermées à la vente. Une manière de protester et d'alerter la population et les élus. Pour ce client qui a trouvé porte close ce matin, cette situation ne peut plus durer. Tijwamba ibala beti ya bani manati na utungu na zinoko zizifanyisha wa maurebani. Mtaka wa hali swafi na mtaka niko silivo la dondo jo maurebani. Beni shundi tahano kama nsijubani la nsijubani produit la nsijubani. Ke silivo la douani wala ke sila mwenjele jo bani. Na shuntu ni hali swafi wasiwani wasiwa maurebani bansi wasiranga me muhala sibani kashini para marikera waha i maore. Netari wahe maore tende ikebole urde siza nyoza mwenzeho be halo zundu za heya mtsanga na zuntu zinzale za heya produzini karshidi wahe maore ne maore majeje wawe jorega nyuma na mtafadhali na maore bani mangalie halo msamuri vinge be musiri bigashina na maore bani. Les jours passent mais la situation n'évolue pas. Les présidents des syndicats patronaux avaient ainsi laissé au conseil départemental jusqu'à demain pour fournir une réponse, mais sans toutefois préciser ce qui se passerait en cas de mutisme de la part des élus. L'octroi de mer, un sujet qui fait débat aujourd'hui, Elanziz, on en parle avec vous, notamment quand il s'agit de l'activité économique à Mayotte. Les entreprises ont peur parce que certaines craignent de devoir licencier. Votre position à EFO? Ben écoutez, ces entreprises-là, ils ont raison de tirer la sonnette d'alarme.
Ils ont raison de le faire parce que vous savez très bien que les carrières, c'est un monopole de fait. Hein. On n'a pas 36 000 carrières ici. Il n'y a que IBS et Colas qui font des carrières. Donc il ne faut pas confondre l'histoire des monopoles et l'histoire aussi de toutes ces entreprises-là qui en pâtissent des prix exorbitants qui se pratiquent ici dans le département. Bien avant l'octroi de mer, moi je juge que ces prix qui sont pratiqués dans les carrières, c'est exorbitant, c'est très cher. Et je m'en étonne même que les entreprises de BTP aient tiré la sonnette d'alarme à la vue des 30% d'octroi de mer. C'est bien avant qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme parce que c'est très cher d'acheter le sable comme on l'achète ici, d'autant plus que comme ils sont en position monopolistique, ils sont en plus en position en abus de position dominant. Ils ont fait en sorte à ce qu'on achète le sable à IBS ou à la Colas, c'est le même prix. Et moi, je m'insurge contre ce genre de pratiques. Donc aujourd'hui, s'agissant de l'octroi de mer, le problème, ce n'est pas l'octroi de mer. Hein. Ces entreprises du BTP, ils ne sont pas contre l'octroi de mer. Ils sont contre la hausse des prix. Et donc, moi, à mon sens, la solution, on doit le trouver dans un dialogue social, un dialogue entre le conseil départemental et ces monopoles de fait qui sont IBS et Colas, de façon à ce qu'on tire à la baisse un peu les marges de ces sociétés, ces deux monopoles-là, et que aussi le conseil général fasse un geste de répartir un peu, d'ajuster un peu les taux à travers tous les produits qui sont proposés, de façon à ce que les entreprises du BTP ne ressentent pas cette hausse soudaine de prix. Donc aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, notamment Force ouvrière, nous disons que ce problème d'octroi de mer-là, ce n'est pas tellement un problème de taux, c'est un problème de savoir est-ce que les marges qui sont pratiquées par les monopoles, les grands monopoles qui sont IBS et Colas, est-ce que c'est normal ça? Si on dit que c'est normal, il va falloir qu'on ne le prouve. Si on ne le prouve, c'est à ce moment-là qu'on dira que les 30% qui sont augmentés, là, c'est exorbitant. Mais aujourd'hui, si mais la conséquence directe sur l'emploi, elle en zise. Si les marges sont revues à la baisse et qu'on ajuste un peu le taux d'octroi de mer, je pense qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a un dialogue de sourds entre le conseil départemental et ces deux monopoles. Et aujourd'hui, on ne sait pas à quel sens se vouer. Mais nous, très sincèrement, nous, les organisations syndicales, on s'insurge contre ces hausses de prix. Et aujourd'hui, j'en profiterai aussi pour m'adresser à la société Colas, de leur dire de livrer les parpaings qui sont achetés avant les 30% d'octroi de mer. Parce que j'ai des adhérents qui sont des consommateurs à Force ouvrière qui se sont plaints auprès de mon organisation syndicale. Donc aujourd'hui, je demanderai solennellement à la société Colas de ne pas faire de l'extorsion de fonds. Il ne faut pas facturer des clients qui ont déjà payé leurs factures. Il faut facturer l'octroi de mer à des clients qui paient leurs factures aujourd'hui. Ceux qui ont payé leurs factures hier et que l'octroi de mer n'existait pas, je suis désolé, Colas doit livrer les parpaings. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. Je l'ai tout le temps dit ici, tant qu'on aura des monopoles de fait, on aura, nous les consommateurs, beaucoup de problèmes parce que aussi alors, bien ma question, au-delà de ces monopoles, on parle de l'emploi aujourd'hui, des emplois sont menacés. Quelle est la position de FO pour la situation qui va se présenter dans quelques temps? Nous, on est pour le maintien des emplois parce que c'est possible de maintenir les emplois. Ces sociétés de BTP aujourd'hui qui sont au bord de la faillite. Oui, parce que c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le fait de la hausse des prix, premièrement. Deuxièmement, c'est le fait aussi de la baisse du marché public. La commande publique ne fonctionne plus. Il n'y a plus de grands travaux à Mayotte, il n'y a plus de marché. Donc, les deux phénomènes conjugués amènent tout le monde à la faillite. Donc, aujourd'hui, il va falloir actionner les deux leviers, c'est-à-dire ajuster le taux d'octroi de mer de façon à ce qu'on n'ait pas de hausse des prix des matériaux de construction. Donc, revenir sur cette délibération, clairement. Voilà.
il va falloir qu'il y ait un dialogue parce que ça a été fait à l'arbitraire. On n'a pas consulté les personnes concernées, on n'a pas consulté IBS, Colas et tous les acteurs concernés dans cette affaire-là. Donc aujourd'hui, il va falloir se concerter, dire à la Colas, à IBS, peut-être revoir les marges, peut-être que nous aussi, conseil départemental, on peut baisser ici, et tout ça de façon à ce que nous, les consommateurs et aussi les sociétés de BTP ne puissent pas ressentir cette hausse de prix. Donc aujourd'hui, c'est possible de maintenir les emplois à condition qu'il y ait un plan de relance au niveau du secteur BTP, qu'il y ait des grands travaux à Mayotte. Et ça, je l'ai tout le temps dit ici, qu'il y a un manque de volonté politique et de l'État et du conseil départemental et de tout le pouvoir public de ne pas développer Mayotte. Et tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique de développement, il n'y aura pas de commande publique, il y aura très certainement des licenciements en vue. Et nous, vous savez très bien que nous, on est en lutte. Aujourd'hui, il y a la grève générale qui menace là aujourd'hui, justement pour obliger l'État et le conseil départemental à relancer le département par des grands travaux. On parle de grève, justement, on a vu la grève des transports scolaires. Alors qu'est-ce que ça donne en ce moment? La grève continue, alors elle s'est arrêtée? Écoutez, on a tiré les sonnettes d'alarme. On a dit qu'il y en a marre de cette situation de délinquance chronique, cette situation où nos chauffeurs, les chauffeurs de bus qui assurent, je le signale ici, une mission de service public. Donc, aujourd'hui, on a l'impression que l'État laisse faire, le conseil départemental laisse faire, et nous, on est exposés à un risque quotidien. Donc, on a tiré les sonnettes d'alarme, on a fait la grève depuis hier. Donc, aujourd'hui, on a eu une réunion avec les pouvoirs publics. Ils nous ont dit qu'il va falloir prolonger ces entretiens-là et ces concertations-là pour qu'on aboutisse à une satisfaction de tout le monde. Donc, partant de là, on leur laisse le bénéfice quand même de la discussion. On va suspendre le préavis de façon à ce qu'il y ait vraiment des échanges constructifs. Donc nous ne sommes pas des gens qui ne comprennent pas les choses. Donc on a tiré les sonnettes d'alarme. On nous a écoutés et on nous a promis qu'il y aura du changement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'accord qui est conclu. Il y a des entretiens, des entrevues, des réunions qui sont prévues pour aboutir à un accord. Et j'ai bon espoir que ces pouvoirs publics-là retiendront la leçon et qu'ils se mettront au travail pour assurer la sécurité au quotidien des chauffeurs, des enfants et de la population de Mayotte. Merci beaucoup, Elanzi. Je rappelle, vous êtes le secrétaire départemental de l'UDFO. Et on continue avec les chiffres de la délinquance, des chiffres qui affolent, à tel point que le procureur de la République lui-même prédit un cataclysme en 2017 si les choses continuent sur cette lancée. La situation est donc grave et ne semble pas s'arranger. Mayotte se retrouve aujourd'hui prise dans une spirale infernale que les forces de l'ordre ne peuvent enrayer, faute de moyens insuffisants. Et cela, le capitaine Chamassi l'a clairement affirmé ce matin. Cet après-midi, c'était au tour du procureur de tenir une conférence de presse suite à l'arrestation de 16 personnes impliquées dans la revente de chimiques. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Lundi, les gendarmes de la section de recherche de Pamandzi ont interpellé 16 personnes impliquées dans un important trafic de cannabinoïdes de synthèse, communément appelés chimiques. À cette occasion, le procureur de la République tenait une conférence de presse cet après-midi à ce sujet. Lui qui met cette drogue en première ligne pour expliquer la hausse de la délinquance. Donc depuis lundi, 16 personnes ont fait l'objet d'interpellations de la part de la gendarmerie sur commission rogatoire dans le cadre d'un dossier qui a été ouvert à partir du mois de septembre. Sur un trafic qui a démarré en 2015, qui est dans la tête de réseau, est une femme âgée d'une quarantaine d'années, qui, voyant qu'une première affaire avait déjà été résolue en 2014, a décidé de reprendre la place qui avait été laissée libre, de s'approvisionner en produits, puis de recruter un certain nombre de revendeurs qui revendaient pour son compte. Et petit à petit, on s'aperçoit que ces revendeurs ont décidé de prendre pour certains leur autonomie, de s'approvisionner directement et de revendre directement. Ce réseau a pu être démantelé et les coupables risquent pour certains jusqu'à 10 ans de prison.
pour un trafic qui peut rapporter gros. On s'est aperçu que ce produit qu'ils pouvaient acheter à un prix relativement modéré, entre 2 et 4 000 euros le kilo, pouvait être revendu beaucoup plus cher et leur permettre de gagner des sommes assez importantes. On a d'ailleurs saisi pas mal d'objets qui ont été achetés avec le produit du trafic. À l'heure actuelle, donc, ces personnes ont été présentées depuis hier au juge d'instruction. On a pour l'instant 7 personnes qui ont déjà été placées en détention provisoire, 2 qui ont été placées sous contrôle judiciaire et les autres sont actuellement toujours au tribunal en attente d'être présentées au juge d'instruction. S'il faut féliciter les gendarmes pour le travail fourni, il n'en reste pas moins que délinquance et violence n'ont de cesse d'augmenter, aux grandes dames des forces de l'ordre qui ne sont plus en mesure d'enrayer ce fléau. En effet, selon le capitaine de la police nationale, les moyens tant techniques qu'humains sont bien trop insuffisants pour espérer freiner cette spirale infernale. On fait ce qu'on peut par rapport aux effectifs qu'on a, on s'adapte en fonction des différentes situations au niveau des quartiers, mais on n'a pas les effectifs qu'il faut. Vous le savez très bien, lorsqu'on est en train de sécuriser les lieux d'habitation fortes, je parle donc des secteurs Au-Vallon, Saint-Villa, Cesvilla, Gombani, pour ne pas parler que des secteurs donc là où vivent la communauté métropolitaine, mais un peu partout, mais il faudra aussi s'occuper des hauteurs de Cavani, de Doujani et autres. Donc on ne peut pas se multiplier par 4. Combien de patrouilles on a dans Mamoudzou? Mais non, donc il est très clair, les effectifs qu'on a aujourd'hui, faut bon, on ne peut pas faire avec. C'est pour cela qu'on a, encore une fois, je précise ici, fait une demande qui date de 1996. Vous vous rappelez, 1996, nous avons demandé à avoir à Mayotte une CDI, compagnie départementale d'intervention, qui nous permettra justement de s'occuper de tout ce qui est maintien de l'ordre et certains services et laisser les unités spécialisées qui s'occuperont réellement de la délinquance. La BAC, la BSU ou autres, et ça, on ne va pas encore venir. À ce titre, le capitaine a envoyé une lettre à la presse intitulée « À ceux qui ont le pouvoir de décider ». Endossant cette fois sa casquette de syndicaliste, il propose des ébauches de solutions pour que la sécurité des citoyens soit enfin assurée. À quelques jours de l'arrivée de l'inspection générale des services de la police et de la gendarmerie, de plus en plus de langues semblent se délier. Et si ces 16 arrestations sont une bonne chose, d'autres étaient très attendues. En effet, dimanche, un jeune homme de 16 ans, originaire de Tsunzu, est décédé suite à un coup de couteau reçu la semaine dernière. Plusieurs auteurs présumés ont été interpellés et certains ont avoué, notamment celui qui aurait porté le coup mortel. On écoute le commissaire Mizignac qui nous en dit davantage sur ces arrestations au micro d'Abbas Alidi. Les 4 suspects interpellés hier et aujourd'hui sont tous les 4 mineurs, hein, un de 15 ans, deux de 16 et 16 ans et un de 17 ans. Et il semblerait que parmi ces 4, mais c'est même une certitude maintenant, nous avons l'auteur du coup fatal, donc de ces faits qualifiés de meurtre, hein, et ses complices, 3 de ses complices. Le groupe était composé à l'origine de 5 ou 6 individus. Alors, il faut s'attendre en fonction des décisions que prendra le procureur de la République, une probable présentation des suspects, dès lors que les heures de garde à vue qui nous restent permettront de confirmer ce que je vous dis. Donc une probable présentation demain des 4 mises en cause, et en fonction des faits et de la qualification retenue au final et des responsabilités de chacun, je laisse le procureur de la République prendre les décisions qui s'imposent. C'est de sa compétence. Et ce dimanche 21 février se tiendra le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores. Les campagnes électorales ont débuté avec pas moins de 25 candidats en lice. De nombreux Comoriens qui vivent à Mayotte suivent ainsi avec le plus grand intérêt ce qui se passe dans leurs îles natales. Ce matin, au cœur du chef-lieu, nous avons rencontré un groupe d'individus passionnés par cette élection fondamentale pour leur pays. Un reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Passionnés, ces Comoriens restent attachés à leur île natale et aiment ainsi se retrouver pour débattre sur la politique de l'Union des Comores. Il faut dire que tous espèrent que les choses changent chez eux pour pouvoir y retourner, y vivre paisiblement. Vanalo vana karta sa watojua nani watojua wanjarva markabo anvio badame so mfumo vili watu nani watatsawa ukandida wao wasera tovenza aurisimia Mungu kiasi amantongo zirenen zirekebeshe rijore nene rege hatu
topara vasavandira kawastamtumoja kwamba ana espoir amba tsarege hao mana kavasim gaudia tsokonsi. Ces moments de discussion servent à entretenir les liens communautaires, mais aussi à s'unir entre membres du même parti pour espérer influencer les votes aux Comores. Ce père de famille qui vit à Mayotte avoue rentrer au pays à chaque élection présidentielle afin de voter. Il est en effet primordial pour lui de s'exprimer à travers les urnes pour mettre fin à la situation de précarité dans laquelle vit la population comorienne. Wami voto tsina carte yangu ya electoral kavasta problem wa vote. Na mimi senta ni na vote. Nsivive maora mbadi ya maisha. Inde carte ya kila mwana wa jua, kila mtu adere harne parti jua, inde carte alona. Wengine wanzuani wale morivanu tsoparna carte zini. Derlemewa muhilemewa masbi ulishantu mewanyu muvinge mabido. Mwende mwahimerna zila pompe mwefanya la koi mba mutahamaji. Makati samba kanto weka yaka, majeka partout. Klamda kopara rumia. Ce lieu sert de repère pour l'ensemble des Comoriens vivant sur l'île au lagon. Baptisé Jardin, c'est l'endroit de toutes les discussions et discordes. Deux partis politiques des Comoriens y sont aujourd'hui représentés, Mvouli et Joua. Tous veulent que les choses bougent aux Comores et pour cela, ils pensent même un jour être candidats à la présidentielle comme cet homme. Moi, je vais changer tout ce qui se passe aux Comores. Je vais changer deux choses seulement. Le Comore, être un Comore construit, un Comore bien construit par mon gouvernement pour construire un développement bien durable à ce que chacun trouve une belle maison, une belle vie, comme tout le monde qui vit dans le monde. Installer aux Comores la loi de petits, la loi de moyens, la loi des grands, chacun être jugé. Parce qu'aujourd'hui au Comores, on juge que les petits, les pauvres. Mais on ne juge pas les grands, on ne juge pas les responsables, on ne juge pas les présidents. Moi je ne suis pas pour. Moi je ne suis pas pour. L'élection a lieu dimanche, Pierre, et on voit et déjà les débats sont enflammés, sont passionnés ici du côté de Mayotte. Hein. Oui, du côté de Mayotte et encore plus sur les îles voisines. Donc oui, effectivement, c'est une élection très très importante. Alors rappelons, remettons un peu les choses dans leur contexte. Logiquement, depuis 2001, il y a une constitution dans l'Union des Comores. Cette constitution impliquait une tournante, et c'est-à-dire que logiquement, le candidat devait être mahorais. Les élections devaient être organisées ici, avec le contexte que l'on connaît. Hein, ça ne sera pas le cas, ça sera en Grande Comore. Donc c'est un candidat grand comorien, et donc il y a 25 candidats, tous sont de Grande Comore, qui va être élu. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ahmed Abdallah Sambi n'a pas pu... il y avait 28 candidats à la base, mais 3 ont été, j'allais dire, écartés de la course, puisqu'il était enjouanais. Rappelons qu'il était le président avant Ikililou. Donc voilà, actuellement il y a donc 25 candidats, c'est beaucoup, avec des candidats importants comme Hamidou Bourane, qui est l'ex, depuis janvier, il ne l'est plus, président de l'Assemblée nationale, pardon. Azali aussi Assoumani, qui est l'ex-président juste avant Sambi. Il était à l'origine du coup d'État en 99. En 2002, il avait été élu justement président de 2002 à 2006. Voilà, ça c'est c'est les candidats importants. On a aussi Mohamed Ali Swali, qui est l'actuel ministre des Finances, qui se présente. Le candidat qui avait l'air très apprécié, Fahmi Saïd Ibrahim, du parti Joua. Également le maire de Moroni, Mohamed Daoudou, qui est un challenger qui est très controversé. Donc voilà, il y a beaucoup de monde, beaucoup de challengers. On ne sait pas exactement qui va être élu, même si voilà, on a quand même des pronostics qui annoncent notamment l'ancien président qui devrait être réélu normalement, Assali Assoumani. Donc voilà, mais c'est surtout et les espoirs fondés par la population. C'est justement ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Des candidats qui sont connus, sont tous des hommes politiques qui sont déjà connus, rien de bien nouveau sous le soleil, et pourtant, on le voit dans ce reportage, il y a beaucoup d'attentes sur une situation très difficile dans le pays, on le sait, beaucoup de précarité, beaucoup de personnes qui fuient le pays pour venir à Mayotte. Donc c'est une élection primordiale, et c'est surtout qu'est-ce qui va en découler, c'est-à-dire quelles vont être les mesures qui vont être prises pour j'allais dire, conserver leurs concitoyens, pour qu'ils restent dans leur pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et du côté de Mayotte, est-ce qu'au niveau des autorités, il y a des attentes par rapport à cette élection? Est-ce qu'aujourd'hui, le candidat qui sera élu, il y a des chances que ça change quelque chose par rapport à aujourd'hui? Bien sûr, on attend à ce que ce candidat
dialogue énormément avec l'État français, et pourquoi pas aussi avec Mayotte, avec les représentants à Mayotte, les représentants de l'État, mais aussi les élus. On entendait, pas plus tard qu'hier, Andil être très virulent avec les élus comoriens, en expliquant qu'ils devraient être jugés pour crimes contre l'humanité par rapport à cette situation, par rapport à tous ces morts. Effectivement, on entend certains élus des Comores inciter la population à aller à Mayotte parce que les soins ils sont gratuits, parce que là-bas il est très difficile, il y a un exode sanitaire, il y a un exode économique, donc elle revêt vraiment une importance capitale. On en parle finalement peu de cette élection, mais elle est vraiment très importante pour que cette situation dramatique, et il faut le rappeler, des milliers de morts dans le lagon depuis des années, depuis le visa Balladur, et on attend vraiment à ce que le futur président de l'Union des Comores prenne des mesures fortes, en tout cas, afin que cette situation soit réglée. Merci beaucoup. De toute façon, on suivra l'élection d'ici depuis Mayotte pour savoir ce qu'elle a donné. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Et le centre de formation Opcalia a organisé ce matin une remise de diplôme aux 9 candidats sur 11 qui ont obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Une première promotion de diplômés dans le domaine médico-social qui fait suite à un investissement de plus de 300 000 €. L'objectif est de répondre à un certain nombre de demandes d'entreprises et d'associations qui souhaitent accompagner leurs salariés aspirant à devenir cadres. Un sujet signé Shakila Youssouf et Leslie Vimné. La fierté se lit sur le visage des personnes présentes à la cérémonie de remise des diplômes dans le domaine du médico-social, des lauréats qui sont salariés et qui, grâce à ce diplôme de cadre supérieur, accèdent à la possibilité de devenir chef de service ou de direction. Après 2 ans de formation, ils dédient leur réussite à leur famille et à leurs employeurs respectifs. C'est le travail des lauréats, mais c'est aussi le travail tout autour des gens qui nous ont supportés tout le long, qui ont supporté les temps où on avait des écrits à remettre, voilà, on est irascible à ce moment-là, voilà, où les collègues qui ont su aussi voilà, comprendre aussi qu'on était sur des temps de formation. Mais c'est vrai que c'est aussi le diplôme de la famille et de l'association aussi qui nous a envoyé en formation. Oui, c'est une fierté de recevoir ce diplôme aujourd'hui parce que c'était quand même 2 ans de formation, même si c'était en alternance. C'était quand même intense parce qu'il fallait laisser la famille. Moi notamment, j'avais un bébé, j'étais obligée de le ramener à chaque fois, à chaque regroupement, tous les 2 mois en métropole. Et c'était compliqué de gérer travail, famille et formation. Pour réussir, je pense qu'il faut que la famille y mette du sien aussi. Organisée par Opcalia, la cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée dans une bonne ambiance avec beaucoup d'émotions. En partenariat avec l'ARS, Opcalia et la DIEC sont chargés de former des directeurs mahorais pour les structures médico-sociales, des cadres qui connaissent et comprennent les besoins de la population locale. Cette première promotion de diplômes et de diplômés, c'est des personnes qui sont déjà salariées dans les structures et à qui on permet d'évoluer et de dans le futur, déjà maintenant qu'ils ont leur diplôme, avoir des postes de chef de service et après de directeur de structure. Donc eux, ils connaissent bien le terrain ici, donc c'est vraiment indispensable que des personnes comme eux et des entreprises, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations prennent des engagements pour libérer ces personnes-là, pour qu'elles se forment, pour être les futurs cadres ici à Mayotte. Pour que les personnes arrivent ici à avoir un parcours professionnel ici et en plus répondre aux besoins des entreprises. Ainsi, la RSEI, qui met en place la politique sanitaire régionale dans l'océan Indien, a annoncé au cours de cette remise des diplômes que grâce à cet apport de personnel qualifié, c'est tout le secteur de la santé qui se développe. En effet, les besoins en personnel qualifié sont estimés à 1500 individus, là où Mayotte n'en possède actuellement que 376. Même si avec les mesures prises et ce type de formation, la barre des 600 devrait être atteinte d'ici 2018. Des interceptions de Kwassa, la restructuration des services du conseil départemental ou encore l'installation prochaine de Point S à Mayotte. C'est également dans le reste de l'actualité de ce mercredi 17 février. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref.
Peu d'enseignes d'envergure nationale voire internationale sont implantées sur l'île. Cependant, en accédant au statut de 101e département français, Mayotte attire peu à peu l'attention des investisseurs. Ainsi, en début d'année, Christophe Rollet, directeur général du groupe Point S, a dévoilé ses perspectives pour 2016 lors d'une conférence de presse. L'entreprise, qui poursuit son développement national et international, a réalisé des performances supérieures au marché global, et ce dans tous les domaines d'activité. L'entreprise se porte bien puisque sur les 8 dernières années, le nombre de points de vente a atteint 470 fin 2015. La barre des 500 points S fait partie des objectifs 2016, année du 45e anniversaire de l'entreprise, au même titre que la présence dans les dom-toms qui sera renforcée par l'implantation de l'enseigne en Guyane et à Mayotte. La concurrence sur le marché local va donc s'élargir pour le plus grand bonheur des automobilistes qui bien souvent remettent à plus tard l'entretien de leurs véhicules compte tenu des tarifs prohibitifs pratiqués sur le territoire. Le 6 octobre 2015, le président du conseil départemental annonçait en séance plénière un déficit budgétaire de 50 millions d'euros. Au lendemain de la signature du contrat de plan État-région, du lancement des chantiers européens et en l'absence de marge de manœuvre financière, une restructuration globale des services s'imposait. Confié au directeur général des services Jean-Pierre Salinière, la nouvelle organisation est aujourd'hui finalisée et sera présentée le 23 février lors de la prochaine séance plénière. Une direction générale resserrée, 5 directeurs généraux adjoints et moins de direction opérationnelle. Telles sont les grandes lignes de ce rapport qui tend vers une optimisation et une mutualisation des savoir-faire. 5 pôles de compétences sont envisagés, dont un pôle développement économique, attractivité du territoire et formation, un pôle aménagement du territoire et développement durable, un pôle solidarité et service à la population, un pôle enfance, famille et prévention et enfin un pôle gestion des ressources humaines. Sans entrer dans le détail des missions et prérogatives de chaque entité, ce nouvel organigramme se veut avant tout plus simple, avec des directions recentrées. Ce week-end, la Marine nationale et la brigade nautique gendarmerie ont intercepté 2 embarcations de type Kwassa avec à leur bord 40 personnes. Tous les passagers interpellés ont été présentés à leur arrivée à une infirmière. 3 personnes ont été évacuées pour raisons sanitaires en ce qui concerne la première embarcation et 3 autres pour la seconde. Les 34 passagers restants ont ensuite été remis à la police de l'air et des frontières pour traitement de la procédure au QTF et ont été placés en rétention administrative avant éloignement. Les reconduites quotidiennes n'en finissent plus d'augmenter, avec déjà plus de 2200 depuis le 1er janvier, tout comme les entrées illégales sur le territoire qui s'accroissent au fil des mois, même si au jeu de la proportionnelle, ce sont bien les arrivées qui semblent loin devant. Et enfin, la remise des prix des Olympiades de chimie a eu lieu aujourd'hui au vice-rectorat. Cette épreuve nationale s'étend sur tout le territoire et dans les lycées français à l'étranger. Parmi toutes les classes de première scientifique des lycées de Mayotte, les 21 meilleurs élèves ont été sélectionnés et le nom du grand gagnant a été dévoilé ce matin. Les précisions avec Adèle Laurent. Représentez bien Mayotte au concours national. On a besoin de vous pour l'image de Mayotte et pour les sciences pour Mayotte. Bravo à vous. Merci beaucoup. Le vainqueur des Olympiades de chimie, Dieudonné Nyankourou, s'envolera fin mars pour Paris, où il représentera Mayotte à l'épreuve finale. Ces Olympiades reposent sur l'engagement du vice-rectorat, des professeurs de physique-chimie encadrants, de la SMAE et surtout de l'association des Olympiades, dont la volonté ne s'arrête pas à la mise en place de ce concours. Nous allons essayer justement de travailler beaucoup à la diffusion de l'esprit scientifique et de la formation scientifique de l'ensemble des élèves, et nous allons essayer d'avoir un pool scientifique qui va comprendre l'ensemble des sciences et les associations du type de l'association des Olympiades de chimie de Mayotte va avoir un rôle important justement dans la diffusion de ces sciences, et ça fera partie des projets qui vont être mis en place dans les temps à venir. Un des intérêts, alors bien sûr, c'est de motiver, on va dire, les meilleurs élèves aussi, pour que ces élèves-là aient une possibilité d'exprimer leur expertise et de la développer, mais l'autre aspect aussi, c'est d'apprendre à travailler autrement. En effet, durant cette épreuve finale, les participants seront amenés à travailler et à être évalués en groupe, une méthode éducative novatrice qui tend à se développer. Plus les gens vont avoir conscience que ce travail en groupe, apprendre à travailler avec les autres, apprendre à être évalué avec les autres, et qu'on réussit grâce à la capacité des autres à comprendre
et à chercher, bien sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la jeunesse qui peut avoir accès à des modes de réflexion auxquels ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir accès. Et ça, c'est un des aspects aussi importants. Un des buts recherchés est de développer de la part des élèves motivés un tutorat afin de leur permettre d'apprendre à d'autres élèves comment travailler et chercher en sciences. Cette méthode éducative de travail en groupe permettrait donc de rassembler et de donner sa chance à tout un chacun. Une autre manière d'éduquer et de travailler qui permettra peut-être d'aller vers une formation de l'ensemble des jeunes à Mayotte. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez voir en rediffusion sur notre site l'infoquesi.fr et sur WAM5. La suite des programmes avec Ornella Périne qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. Vous retrouverez juste après l'invité du temps de parole, Mohamed Nawawi, le président de la FMBTP. Il était ce matin au micro de Patrick Millan que vous retrouverez demain dans la matinale. À 6 h, notre correspondant Romain Chavanis sera en direct du lycée de Tsararano pour recueillir les sentiments des élèves et du personnel enseignant suite au décès du jeune décédé quelques jours après avoir été poignardé. À 7 h, la parole sera donnée à Atoumani qui s'inquiète justement pour le tourisme à Mayotte, notamment en raison de l'insécurité qui sévit. Et enfin, à 7 h 30, Zakaria de Mayotte Maçonnerie sera à son tour sur le plateau. Un entrepreneur au bord de la faillite qui, comme d'autres entrepreneurs, vient alerter les autorités sur la situation économique locale actuelle. Merci à vous, bonne soirée sur KTV.